Alors, c'est l'heure, c'est 17h30. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Stratégie open source, opportunités et contraintes. Je suis Aurélie Tamisier, directrice pédagogique de l'IEPI, donc l'Institut européen entreprises et propriété intellectuelle, qui organise aujourd'hui ce webinaire. C'est la troisième conférence qui est organisée dans le cadre de la création du PCPI, le pôle de compétences en propriété intellectuelle, qui regroupe dans ses locaux communs à Strasbourg, donc notre institut, l'IEPI, la délégation Grand Est de l'INPI et le CEPI. Et je suis ravie donc de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire qui a pour but aujourd'hui d'apporter un éclairage sur les enjeux stratégiques des logiciels open source et leurs implications juridiques. Pour traiter ce sujet, je suis accompagnée aujourd'hui de trois conférenciers. Charlotte Monteau, conseil en propriété industrielle associée chez Placero IP, qui va vous présenter dans un premier temps les principaux enjeux stratégiques des licences open source. Sera suivi ensuite de l'intervention de Jérémy Papalardo, avocat associé chez MCE Carrel, qui présentera les différents types de licences open source et leurs implications juridiques. Et nous aurons également le plaisir d'accueillir Frédéric Lemoff, qui est Senior Corporate Intellectual Property Counsel au sein de l'entreprise Biomérieux et qui fera un focus sur la stratégie de l'entreprise Biomérieux et les bonnes pratiques à adopter sur ce sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc, nous aurons à la fin de ces trois interventions un temps pour les questions-réponses. Donc, je vous invite à déjà poser toutes vos questions lorsqu'elles vous viennent dans l'espace questions-réponses du webinaire. Et donc, voilà, nous prévoirons 15-20 minutes en fin de session pour essayer de répondre un maximum à toutes vos questions. Et nous aurons en fin de séance une rapide conclusion d'Antoine Dintrich, le directeur de l'IEPI. Pour aller plus loin sur ces questions abordées aujourd'hui, nous proposons au sein de l'IEPI une session de formation protéger et valoriser les créations logicielles qui est prévue les 16 et 17 juin prochains en distanciel. On vous mettra les infos sur l'espace de discussion du webinaire. Et également, pour ceux qui ont une pratique plus régulière et qui ont besoin d'un approfondissement, nous avons aussi un cursus qui s'intitule Pays et licensing des logiciels, dans lequel d'ailleurs Jérémy Papalardo, ici présent, aborde de manière plus approfondie cette problématique des licences open source que voilà, nous développons sur 8 journées en partenariat notamment avec l'INRIA. Je vais laisser la parole à présent à Charlotte Monteau qui va introduire ce sujet qui vous intéresse particulièrement et qui a suscité un fort engouement au vu du nombre d'inscriptions pour ce webinaire. Voilà, on remercie nos intervenants et je laisse la parole à Charlotte pour la suite. Merci beaucoup Aurélie, bonjour à tous et merci du coup pour cette invitation à participer à ce webinaire sur ce sujet stratégique. Je vais donc partager mon écran. Voilà, je pense que vous allez apparaître. Oui, ça fonctionne. Super. Donc juste le mode, voilà, c'est bon. C'est bon? Parfait. Ouais. Parfait. Donc, quelques mots d'introduction pour rappeler effectivement ce que c'est le mouvement du logiciel libre. Il a été initié donc, par Richard Stallman, qui était chercheur au MIT. Donc, c'est le père fondateur du coup, de la Free Software Foundation en 1985. Pour faire un peu d'histoire, le logiciel libre, c'est quoi en fait? C'est avant tout une philosophie, en fait, une affaire de liberté. On verra quelle liberté.
c'est la liberté d'utiliser pour l'individu n'importe quel programme, hein, de pouvoir évidemment aussi le modifier et le distribuer. L'idée derrière tout ça, l'idée sous-jacente, c'est vraiment le partage de la connaissance, pouvoir finalement avoir une communauté qu'on encourage à corriger les bugs, à améliorer aussi le logiciel, avec comme objectif de pouvoir reverser finalement tous ces développements et ces améliorations au bénéfice de la communauté pour qu'elle puisse les utiliser. Alors, le monde de l'open source hein, est un peu sujet à diverses controverses hein, depuis de nombreuses années et aussi à une certaine méfiance. Méfiance parce que sujet complexe, comme vous pourrez le voir tout à l'heure. Alors, quelles sont ces libertés en fait hein? Il y a 4 grandes libertés, 4 critères de liberté pour considérer qu'un logiciel est libre, selon la définition du FSF. Donc, la première, c'est la liberté de pouvoir exécuter, en fait, de faire fonctionner le programme comme on le souhaite, et cela pour n'importe quel usage. Donc, c'est la liberté qu'on appelle liberté zéro. Ensuite, il y a la liberté de pouvoir étudier le fonctionnement du programme et de le modifier comme on le souhaite pour l'adapter à ses propres besoins. Et là, du coup, l'accès au code source est une condition nécessaire. Il y a une liberté 2, qui est la liberté de pouvoir redistribuer les copies que l'on a reçues. Et enfin, la dernière liberté, qui est celle de pouvoir améliorer le programme et de publier ces améliorations, de pouvoir ensuite, comme on disait tout à l'heure, mettre à disposition finalement de la communauté la chance de pouvoir profiter de ces améliorations, de ces modifications. Là aussi, l'accès au code source est une condition requise. Et en l'absence en fait, de ces libertés, eh bien, on considère que, selon la FSF, on n'est pas dans un cadre de logiciel libre, mais d'un logiciel propriétaire. Alors, vous avez là aussi la notion d'open source. Là, pour le coup, avec ici, on a 10 conditions préalables. La première, donc, c'est de pouvoir autoriser la redistribution libre du programme, de pouvoir associer, du coup, le programme doit pouvoir inclure le code source. La licence doit pouvoir permettre des travaux dérivés. Il faut garantir aussi l'intégrité du code source ou des marques de l'auteur. Il y a une interdiction de toute discrimination contre des personnes ou des groupes. Une interdiction aussi de discrimination contre des utilisations spécifiques du code ou du projet. Il y a aussi une offre d'une autorisation unique pour tous les droits de licence. La licence ne doit pas être spécifique à un produit. Elle ne doit pas restreindre d'autres logiciels et technologiquement, elle doit être neutre. Voilà les 10 critères qu'on retrouve. Juste pour contextualiser, on voit que c'est un phénomène donc, qui est ancien, mais qui est en pleine expansion. En fait, les logiciels libres, loin, comme on l'a vu, d'être un phénomène nouveau, c'est quand même un phénomène en pleine explosion. En 2019, le marché français de l'open source était le plus important en Europe, et cela devant l'Allemagne et le Royaume-Uni, en termes de volume par rapport aux grands pays européens. Et dans près de 80% des entreprises, l'utilisation de l'open source allait augmenter dans les 2 ans à venir au moment où cette étude a été réalisée. Il faut voir qu'il y a eu effectivement la crise sanitaire qui est survenue en 2020 et qui a engendré quelque part une accélération brutale, parfois forcée, de la transformation digitale des entreprises. Et quelle est la conséquence? Du coup, ça a été un recours finalement accru au logiciel dit libre, ou open source, pour finalement aller plus vite et à moindre coût. Alors, il y a plusieurs arguments en fait. Pourquoi on a ce recours exponentiel à ces logiciels libres? Plusieurs arguments autres que simplement le premier qu'on peut avoir en tête, qui est le coût. Ça va être la non-dépendance, ou en tout cas la moindre dépendance par rapport à un éditeur de logiciel propriétaire. On va aussi avoir la notion d'ouverture avec la possibilité d'ajouter en fait des modules d'extension et de les adapter. On va avoir aussi la notion de pérennité qui est importante, sauf évidemment à considérer qu'il y aurait une désaffection de la communauté, mais en général, c'est un phénomène qui est progressif et qui est lent, et donc du coup, on peut s'organiser. Il y a aussi la notion de qualité, puisque finalement, il va y avoir toute une communauté autour avec des grands déploiements, des retours d'expérience et des intégrations aussi de composants de haut niveau. Et au final, on va avoir des logiciels open source qui vont être bonifiés avec le temps et qui vont être plus robustes au fur et à mesure du temps.
Et puis enfin, et c'est un point qui est important hein, aujourd'hui en termes de R&D, on a toujours cette notion du temps. Et là, on va avoir un vecteur d'innovation rapide grâce toujours à cet effet communautaire. Alors le constat, il est celui-ci. En fait, il est celui que les entreprises, y compris les plus grandes d'entre elles, n'ont plus finalement de réticence vis-à-vis de l'open source parce que ce sont des produits solides et de vrais bénéfices économiques. Pour autant, on voit qu'en fait, c'est un sujet hyper stratégique et que les entreprises doivent prendre très, très en amont pour éviter d'avoir des difficultés postérieurement. Alors, juste pour discréditer quelques idées reçues, lorsqu'on parle de programmes open source, en fait, ça ne veut pas dire, bien au contraire, que ce sont des programmes sans licence. En réalité, à la base de l'open source, il y a la licence, et cette licence, elle n'existe que parce que le programme est protégé par du droit d'auteur, on verra tout à l'heure en détail. Et donc, une licence open source, ça va être une licence de logiciel dont le code est ouvert, c'est-à-dire qu'il est mis à disposition du public pour pouvoir être partagé, modifié, amélioré. Le détenteur, lui, des droits sur le logiciel, il va être libre, hein, du coup, de fixer les conditions de la licence et évidemment de pouvoir les faire évoluer aussi, de les faire modifier et d'y apporter des aménagements. D'où l'intérêt, effectivement, de vérifier à chaque fois les différentes versions. Et puis, le licencié, en revanche, il ne va pas être libre, lui, de l'utiliser n'importe comment. Et c'est ça qui est important, c'est de bien connaître, finalement, déjà les licences qu'on utilise et ensuite, finalement, quels sont les termes et conditions pour avoir bien conscience des enjeux. Alors, une autre idée une idée reçue qu'on peut remettre en question, c'est le fait de dire que ce ne sont pas des logiciels qui sont dans le domaine public. Et la notion qu'on a aussi souvent quand on parle de ces logiciels libres, c'est de penser que ce sont des logiciels gratuits. Ce n'est pas nécessairement le cas. Et enfin, une dernière idée reçue, c'est que les logiciels open source ou libres ne sont pas forcément incompatibles avec les brevets. Alors, quel est le challenge finalement pour les organisations? C'est que finalement, c'est un sujet qui va être très stratégique, mais aussi transversal, et dont finalement les différents organes au sein de l'entreprise vont devoir prendre en question ces considérations. Et donc, il va y avoir une vraie transversalité au niveau des différentes organisations en interne pour se saisir de ce sujet. Il y a vraiment un besoin aussi de formation et de sensibilisation pour impliquer finalement tous les services. On pense aux services de R&D, évidemment, aux services juridiques, hein, de propriété intellectuelle en particulier. Et puis, on voit que c'est une implication forte aussi qui doit intervenir au niveau du management, de la direction, parce que c'est un sujet stratégique pour l'entreprise. Et donc, ça nécessite aussi de mettre en place une vraie politique et un mode de gouvernance au sein des organisations. Un des premiers points, ça va être de pouvoir faire un inventaire en interne, de savoir finalement ce qui est utilisé, avoir un process déclaratif qui soit mis en place en interne et un process automatisé avec des outils, par exemple, de scan ou de workflow pour suivre effectivement les licences qui sont utilisées et pouvoir faire évidemment des audits. Et on voit d'autant plus que pour les startups, par exemple, les investisseurs peuvent faire effectivement ces audits. Donc, il faut se préparer à pouvoir répondre aux questions justement des investisseurs. Et enfin, du coup, il y a un point qui est essentiel, c'est celui de la conformité, hein, donc de pouvoir s'assurer qu'on respecte bien les termes et conditions des différentes licences applicables. Et puis, le point qui est important aussi, c'est celui de la sécurité, de pouvoir finalement bien connaître et pouvoir corriger les vulnérabilités. Alors, la particularité, en l'occurrence, c'est qu'il y a une multiplicité de licences et que selon les licences, en fait, il peut y avoir de grandes disparités au niveau des droits et obligations, voire même parfois des conflits entre les différentes exigences d'une licence à l'autre. Et donc, dans chaque licence, finalement, on va retrouver des conditions générales qui vont limiter, encadrer ce que peuvent faire les utilisateurs ou pas. Et donc, il est important de connaître précisément les termes de chaque licence et surtout de s'y conformer. On verra aussi que certaines sont compatibles entre elles, d'autres non. Et si elles sont compatibles, ça veut dire qu'effectivement, on peut fusionner du code provenant de programmes différents. Alors, comme je vous le disais, toutes les licences
ont leurs propres conditions générales. Et généralement, on distingue celles qui sont dites copyleft et d'autres qui sont dites permissives. Pourquoi, en fait, aujourd'hui, il y a plus de licences permissives que des licences copyleft? Quelle est la raison? La raison, elle est simple, c'est que finalement, la communauté open source, elle va favoriser naturellement les composants dont les licences sont les plus faciles à utiliser. Ça va faire partie aussi de la stratégie des entreprises pour limiter les risques. Et donc, une licence permissive, elle va prévoir finalement des restrictions minimales sur la façon d'utiliser les composants open source, les plus connus, donc type MIT ou BSD, vont contenir peu de limitations et surtout vont être compatibles avec de nombreuses autres licences, y compris avec des licences copyleft. La licence copyleft, elle fournit la même autorisation qu'une licence permissive, mais elle va exiger de publier toutes les œuvres dérivées selon les mêmes conditions de licence copyleft. Et du coup, le principe, c'est que tout le monde peut bénéficier du travail qui va être accompli par les autres, mais que toute modification de ce travail doit également profiter à tout le monde, et cela dans des conditions similaires, d'où cette logique. Un petit extrait très rapide, en fait, pour montrer les licences qui sont les plus utilisées. Donc, c'est un top 10 qui date de 2018, mais qui est assez révélateur. Et enfin, pour terminer, il est nécessaire, du coup, pour les entreprises, finalement, d'être vigilants lors de l'intégration de composants, donc bibliothèques sous licence libre open source, de pouvoir s'assurer effectivement qu'on est en compliance avec les obligations qui découlent des licences qu'on utilise. Et même si une grande partie finalement des logiciels libres sont distribués sous un nombre restreint de licences, on a toujours un choix quand même très vaste avec des licences qui ne sont pas compatibles entre elles, comme je vous disais tout à l'heure. La question qu'il va falloir se poser aussi, c'est celle du mode de distribution finale. Est-ce que ça va être un mode propriétaire ou non, et sous quelle forme, avec quelle licence? Avant et même lors du développement, pour s'assurer finalement que les briques en fait, qui vont être utilisées vont être compatibles avec ce modèle-là. Et il convient aussi d'être attentif à toutes les modalités pratiques qu'on va pouvoir mettre en œuvre lors de la distribution et de l'exploitation du logiciel, ainsi que la compatibilité entre d'éventuels contrats qui vont concerner l'exploitation ou la distribution du logiciel qui va être développé par rapport aux licences des briques utilisées. Voilà pour cette phase introductive, avant que Jérémy puisse prendre la parole pour vous expliquer plus en détail tout ceci. Merci. Merci à toi, Charlotte. Jérémy, on te laisse la main. Vous voyez mon écran? Oui. Ce n'est pas la première slide, je pense. Oui, absolument. Oui, c'est bon. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là avec nous. Vous êtes assez nombreux et c'est assez remarquable pour mériter d'être dit. Du coup, après ce qu'a dit Charlotte, l'idée c'est que moi je vous fasse un très rapide topo sur ce que c'est que le copyleft, parce que souvent c'est ça qui est un peu le cœur du sujet, et qu'on parle un peu des licences elles-mêmes. Donc pour tous ceux qui m'ont déjà subi, notamment certains parmi vous que j'ai identifiés, qui m'ont déjà subi très récemment, vous allez reconnaître un petit peu mes slides colorés et voilà, on est un peu sur toujours la même logique. Première chose à dire quand on parle de logiciels libres et open source, c'est qu'on veut comprendre ce que c'est que le copyleft, ce que c'est que la contamination. Il faut comprendre d'abord ce que c'est que dériver un code ou composer un code. Donc, quand vous utilisez un logiciel, vous avez deux façons on va dire, de réutiliser ce logiciel. Soit vous allez modifier le logiciel en question, soit vous allez combiner ce logiciel avec d'autres logiciels. Donc, si je propose ça de façon extrêmement schématique, on imagine que vous avez un logiciel, donc Open Source Software, OSS, pour info, et donc vous allez modifier une partie du code qui est en open source et vous allez lui rajouter du code qui n'est pas open source. Vous allez donc dériver votre code initial et évidemment, ça marche de façon en miroir pour un code qui serait un code commercial et dans lequel vous allez modifier certaines fonctions. Évidemment, pour comprendre ça, cette représentation graphique, il faut comprendre ce que c'est qu'un logiciel et il faut comprendre ce que c'est qu'un code source. Okay, vous allez donc modifier le code source. Ça, c'est la première chose. Vous faites ce qu'on appelle une dérivation. Vous modifiez le code. Le deuxième cas, c'est dans le cas où vous allez faire une composition. Voilà ce que ça donne. Vous n'allez pas modifier le code lui-même. Vous allez
accrocher ce code à un autre code. Vous allez faire ce qu'on appelle une combinaison ou une composition. D'accord? La différence entre les deux situations, c'est que dans la situation où vous dérivez du code, vous rentrez dans le code et vous modifiez le code. Dans la situation où vous composez le code, vous ne rentrez pas dedans pour le modifier, vous ne faites que l'accrocher à votre propre code ou à un autre code. Et en fait, ces deux différences-là d'utilisation, elles vont avoir un impact en termes de contamination. Et c'est ça l'idée. Donc, il faut bien comprendre ces deux mécanismes-là. Soit je modifie le code, donc je rentre dedans, je modifie. Soit je prends le code et je le plug avec un autre code. Je l'accroche, je le combine, je le compose. On peut utiliser plusieurs mots. Et là arrive le sujet du copyleft. Alors, le copyleft, on appelle ça aussi gauche d'auteur, on appelle ça la contamination, on appelle ça l'hérédité. Vous avez plein de noms comme ça. De quoi on parle? En fait, le copyleft, c'est une obligation qui est faite dans certaines licences libres et open source de redistribuer toutes les dérivations ou les compositions, et c'est ce que je viens de dire, hein, quand vous dérivez le code, quand vous composez, quand vous allez redistribuer ces éléments-là, vous allez être obligé de le faire sous les mêmes conditions de licence. Le faire sous les mêmes conditions de licence, ça va vouloir dire que vous allez devoir donner les mêmes droits que ceux que Charlotte a exposés tout à l'heure, les mêmes droits d'utiliser, modifier, distribuer, redistribuer sur votre code à vous. OK ? Donc ça, c'est le principe. Donc ce qu'on appelle la contamination, c'est ça. J'aime pas trop le mot contamination, c'est ce que je dis souvent. La contamination, c'est un mot quand même relativement péjoratif qui fait souvent référence quand même plutôt à une maladie, même si bon, les biologistes disent que non, et effectivement, mais globalement quand même, on est contaminé par des maladies, on n'est pas contaminé par le bonheur. Hein. Bon. Donc, on parle plutôt de copyleft ou d'hérédité. Donc, vous faites une dérivation ou une composition. Vous choisissez de distribuer cette dérivation ou cette composition. Et à ce moment-là, vous allez enclencher l'effet copyleft des licences s'il existe. J'insiste bien sur une chose qui est très souvent mal comprise et qui génère énormément d'appréhension ou d'erreurs, que ce soit dans les contrats ou dans les stratégies ou un peu dans la compréhension globale. Vous n'êtes jamais obligé de distribuer votre code. Mais si vous décidez de le distribuer, vous allez enclencher le copyleft s'il existe. D'accord ? Mais c'est vraiment, vraiment important de bien garder en tête que ce n'est pas parce que j'utilise de l'open source que je suis obligé de donner mes codes dans la communauté. Ce n'est pas parce que j'intègre de l'open source dans mon code à moi que je suis obligé de donner accès à mon code. C'est l'acte de distribution du code qui déclenche le copyleft s'il existe. Donc, qu'est-ce que c'est que ce copyleft et comment ça marche? Vous allez avoir trois façons d'être, on va dire, contaminé. Hein. J'aime pas le mot, mais il faut admettre qu'il est quand même assez clair. Mais voilà, vous allez avoir trois façons d'être contaminé. Le premier cas, c'est pour ce qu'on appelle les licences à copyleft fort. C'est celles qui vont vous contaminer si vous faites donc si vous distribuez une dérivation et si vous distribuez une composition. C'est pour ça que je commence en expliquant ce que c'est la dérivation et la composition, parce qu'en fonction de ce que vous faites avec votre logiciel, l'impact du copyleft, si vous voulez, l'impact de la contamination ne sera pas le même. Donc, dans le cas où vous avez une licence à copyleft fort, de type licence GPL, vous allez, je reprends mes deux exemples du début, hein, vous faites une dérivation dans le code, vous faites une modification, vous choisissez de distribuer, et quand vous distribuez, vous vous faites copylefter. Concrètement, ça veut dire que si vous faites une œuvre dérivée à partir d'un logiciel open source et que vous distribuez cette œuvre dérivée, vous avez l'obligation de distribuer cette œuvre dérivée sous la même licence open source. Alors, c'est un peu plus complexe en réalité parce que c'est sous la même licence ou une licence compatible. Mais pour faire simple là, parce que vous vous doutez qu'on ne peut pas tout dire là dans le petit temps qu'on a ensemble, mais c'est ça qu'on dit. De la même façon, avec du copyleft fort, vous allez aussi vous faire copylefter en combinaison. Donc, le copyleft fort, il a pour effet que quand vous distribuez une dérivation, une composition, vous êtes obligé de le faire sous la même licence, sous les mêmes conditions de licence. Ça, c'est le cas fort. Vous avez ensuite, et là, et je vous donne quelques exemples de logiciels qui font ça. Bon. Vous avez ensuite le cas du dessous, ce qu'on appelle le copyleft faible. Et dans ce cas-là, vous n'allez être copylefté que en dérivation. Donc, je reprends mon exemple. Vous faites un logiciel, vous le dérivez avec ou à partir d'un logiciel à copyleft faible, vous le distribuez, vous vous faites copylefter. Donc ça marche comme le copyleft fort. En revanche, en matière de combinaison, ce n'est pas le cas. Donc concrètement, à quoi ça sert? Ça fait que vous pouvez donc avoir un logiciel commercial, vous pluguez dans ce logiciel, vous combinez avec une brique qui est sous licence open source à copyleft faible, et vous avez le droit de distribuer le tout sans vous faire copylefter. D'accord?
C'est à ça que servent ces types de licences à copyleft faible. C'est pour ça qu'ils sont souvent utilisés, enfin, ces licences sont souvent utilisées pour des composants, des bibliothèques, ce qu'on appelle. Voilà quelques exemples qui fonctionnent sous cette logique. Et enfin, vous avez les licences qui ne sont pas du tout copyleft. Donc, elles sont très permissives. Si je reprends le mot qu'utilisait Charlotte tout à l'heure, elles sont très permissives. Elles vous donc permettent de faire beaucoup de choses. Donc, prenons l'exemple avec la licence, par exemple, MIT. Vous faites une dérivation, vous distribuez. Vous pouvez décider de distribuer le tout soit sous licence MIT, soit sous une licence qui n'est pas MIT. Et, comme vous vous en doutez, puisqu'on est en combinaison, c'est aussi le cas. Okay. Donc là, ça veut dire que ces licences-là, ce sont des licences qui disent, qui stipulent exactement, vous avez le droit de faire un peu ce que vous voulez avec mon code. J'exagère à peine. Juste pour info, je cite toujours cette licence parce qu'elle est quand même assez drôle. Vous avez la licence Do What the Fuck You Want, qui est une licence qui a une ligne de licence qui dit Do What the Fuck You Want. Donc c'est pour dire à quel point c'est extrêmement permissif. L'objectif, c'est de dire faites ce que vous voulez, entre guillemets, ça ne m'intéresse pas. Je caricature un petit peu. Voilà quelques exemples. Et pour les plus curieux d'entre vous, le petit bonhomme vert, c'est Android. Et je vous laisse réfléchir un peu sur pourquoi est-ce que Android, qui est édité par Google, pourquoi est-ce qu'il utilise cette licence a priori extrêmement philanthropique, puisqu'on dit aux gens, faites comme vous voulez, c'est cadeau, c'est pour moi. Pourquoi est-ce que Google fait ça? On pourra en discuter dans la question-réponse si ça vous intéresse. Donc, là, vous avez une autre représentation de ce que je viens de vous dire. Donc, à gauche, vous avez le copyleft fort, où vous allez vous faire dériver, faire copylefter en dérivation et en composition. Pour expliquer cette représentation, là, vous avez le petit logiciel ABC et vous allez lui coller DEF, ce qui matérialise le fait que vous continuez à écrire le code, ou alors vous allez le plugger avec XYZ. Bon, je ne sais pas si c'est plus clair, c'est juste une autre façon de l'exprimer. Donc, en copyleft fort, vous vous faites contaminer en dérivation en composition. En copyleft faible, vous vous faites contaminer uniquement en dérivation. Et en non-copyleft, vous n'êtes contaminé ni dans un cas ni dans l'autre. OK ? Si on est extrêmement pragmatique et que vraiment on se dit, OK, c'est gentil, les principes, les droits, les licences, tout ça, mais concrètement, comment je fais quand je me retrouve avec le problème? Là, vous avez une liste de questions, donc on vous enverra ce que disait Antoine tout à l'heure, on vous enverra les slides. Là, vous avez une liste de questions auxquelles vous pouvez répondre quand vous avez un problème open source. Et concrètement, vous devez savoir de quel logiciel vous parlez. Donc, on est d'accord, là, la question, c'est, il y a de l'open source dans mon code, qu'est-ce que je fais, quel doit être mon comportement? Vous vérifiez. Quel est le logiciel que vous utilisez et quelle est sa licence? Et maintenant, vous savez pourquoi, puisque la licence, si elle est à copyleft fort, faible ou pas copyleft, ben, ça va avoir un impact. Donc, quel est mon logiciel? Quelle est sa licence? Qu'est-ce que je fais avec du produit ou du service? Parce que la question de la distribution va être importante. Est-ce que je distribue, est-ce que je ne distribue pas? Donc, si je fais du SaaS, par exemple, ce n'est pas toujours distribué. Bon. Ensuite, est-ce que je dérive ou est-ce que je compose? Ça, c'est ce que je vous expliquais juste ici pour savoir comment agit la licence. Et enfin, une petite question remplaçabilité, parce que parfois, c'est tellement complexe que le plus simple, c'est de virer le code et d'en mettre un autre qui vous va bien. Je prends ce premier exemple tout bête. Imaginez, votre client vous dit, je dis votre client, mais c'est peut-être vous, moi c'est parce que moi c'est des clients qui me posent ces questions, mais je veux utiliser du libre, mais je refuse de donner mes codes sources. Est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas? Ben, vous lui demandez, OK, quel est le logiciel que vous utilisez? Le logiciel, c'est MediaWiki. Vous lui demandez, quelle est la licence de ce logiciel? Il vous dit, c'est une licence GPL V2. Et vous, déjà, vous réfléchissez, la GPL V2, c'est du copyleft fort. Donc, il va être copylefté en dérivation en composition. La question ensuite, c'est qu'est-ce que vous faites comme produit ou service? Là, ça va être par exemple de l'édition simultanée en ligne de documents de texte. Donc, en gros, c'est du wiki, hein, c'est du wiki, tout bête. Il vous dit qu'il dérive le composant. Il vous dit qu'il ne le compose pas, parce qu'il ne prend que ce composant-là qu'il dérive et c'est ce composant-là qu'il distribue. Et il ne peut pas le remplacer parce que c'est son seul produit, c'est sa seule brique. Et là, vous allez demander, est-ce que tu distribues le produit ou pas? Et la question, ça va être, est-ce que tu distribues le produit, c'est-à-dire tu installes le logiciel chez ton client et ton client donne accès à ses propres équipes, ou est-ce que le logiciel il est sur ton serveur et tu donnes un accès distant, un accès cloud, un accès SaaS? Pourquoi? Parce que dans la licence GPL, le SaaS n'est pas considéré comme une distribution.
puisque le SaaS n'est pas considéré comme une distribution, ça veut dire que si vous utilisez du logiciel GPL en SaaS, vous n'êtes pas obligé de donner vos codes. OK? Donc, si tu fais du service SaaS, tu n'as pas d'obligation de donner tes codes. Si tu fais du produit, tu as l'obligation de donner tes codes. OK? Donc, évidemment, là, c'est une question très noir-blanc et je réponds avec voilà, de façon un petit peu clac-clac. En général, c'est quand même un peu plus nuancé, d'accord? Mais c'est pour vous donner un exemple. Deuxième situation, je utilise le logiciel qui s'appelle SetZip, il est sous licence LGPL. Et ce logiciel sous licence LGPL, le LGPL, c'est une licence à copyleft faible, donc je ne suis copylefté que en dérivation. Concrètement, ça veut dire, si je modifie le composant et que je le distribue, je dois le distribuer sous licence LGPL. Si je prends le composant, que je le plug à mon service à moi ou à mon logiciel et que je distribue le tout, je ne suis pas obligé de distribuer mes codes. Okay? Imaginez que là, en l'occurrence, le sujet, c'est une application de gestion de stock et que donc, ce que vous dites, c'est SetZip, il permet de faire des archives. Donc, en gros, moi, ce que je dis, c'est que dans mon application de gestion de stock, quand le client a besoin, il va cliquer sur « Archiver » et à ce moment-là, ça va enclencher le composant SetZip. OK? Eh bien, si vous modifiez le code de SetZip pour qu'il soit plus conforme à votre logiciel, pour qu'il soit plus, que par exemple la rapidité de la compression, des compressions soit plus importante, vous allez faire de la dérivation, donc vous allez être obligé de reverser vos modifications. En revanche, si vous ne faites que intégrer le composant tel quel dans votre solution, vous n'allez pas être obligé de le faire, puisque précisément la licence LGPL est une licence à copyleft faible et que vous n'êtes copylefté qu'en dérivation. OK? Donc la logique de ça, c'est juste pour rappeler, là, dans le cadre de ce petit séminaire qu'on fait là, de ce petit webinaire qu'on fait là, c'est juste de rappeler un peu les principes de base. Vous avez 3 familles de licences, elles se différencient à partir de leur caractère contaminant, de leur caractère héréditaire. Pour identifier si je suis contaminé ou pas, il faut que je vérifie quelle est la licence. Est-ce que je dérive? Est-ce que je compose? Est-ce que je distribue? À partir de ces réponses-là, vous pouvez déjà avoir un petit bout de démarrage de compréhension. OK? Ça, c'est vraiment la partie strictement contractuelle. Et en plus, évidemment, de cette partie contractuelle, vous allez avoir toute une partie stratégique qui est mise en place. Et cette partie stratégique, c'est l'intervenant suivant qui vous en parle. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci Charlotte et Benjamin pour cette présentation qui pose le contexte des licences libres et open source, ce qui va être utile pour moi, pour vous partager mon expérience, savoir celle d'un industriel. Alors, je vais tout d'abord partager cet écran. Alors, je débuterai dans mes propos par quelques remarques liminaires afin de présenter quelques clés de compréhension qui ont mené au choix des stratégies open source chez bioMérieux. En guise de première remarque, je introduirai bioMérieux comme une multinationale du diagnostic in vitro, mais cette société est peu connue du grand public, mais chacun des auditeurs ici, je pense, a très certainement vu ces tests biologiques réalisés par un de nos instruments. Mais ce n'est pas tant son secteur d'activité qui nous importe là, maintenant, plutôt sa chaîne de valeur. Le cœur de métier de bioMérieux est avant tout manufacturier. On conçoit, fabrique, distribue des automates d'analyse microbiologique ainsi que tous les réactifs nécessaires à ces tests. Nous sommes une entreprise de B2B avec des clients étant des laboratoires d'analyse microbiologique qui réalisent à l'aide de nos plateformes des tests à l'intention des patients. Alors, un des exemples les plus connus récemment, ce sont les plateformes PCR en lien avec la Covid-19, dont bioMérieux était le pionnier. Alors, si notre cœur de métier est manufacturier, nous développons néanmoins un nombre assez conséquent de logiciels. Évidemment, les logiciels embarqués dans les plateformes pour leur pilotage, mais également pour l'analyse des mesures réalisées par ces automates, par exemple des analyses de lumière afin de délivrer un résultat de diagnostic qui soit utile pour le clinicien, comme l'identité d'un pathogène ou sa sensibilité à un antibiotique, par exemple.
Nous développons aussi des middleware de laboratoires microbiologiques qui permettent de connecter en fait tous les instruments très nombreux dans les laboratoires afin de collecter, de concentrer leurs données et les pousser ensuite dans le système informatique du laboratoire ou de l'hôpital. Nous avons aussi des logiciels de connexion à distance à nos automates pour leur mise à jour ou pour la maintenance prédictive par exemple. Et nous avons également vraiment des plateformes logicielles qui embarquent beaucoup d'intelligence artificielle, comme par exemple nos solutions génomiques EpiSeq ou nos outils d'analyse bionumérique. On doit noter que bioMérieux cherche des environnements vraiment différents, à la fois en termes d'architecture et de technologie logicielle. Nous avons des logiciels qui sont installés sous PC, en SaaS, en cloud, en application mobile. Nous avons là toute la variété que l'on peut trouver en termes de logiciels. Et donc, c'est tout naturellement que notre département, propriété intellectuelle, doit s'occuper de logiciels et d'open source. Alors, autre remarque liminaire, en matière de logiciels, la clé, c'est de penser vraiment de manière simultanée, conjointe, fortement dépendante l'ensemble des droits de pays qui ciblent le logiciel. Et ils sont nombreux. Nous avons bien entendu les brevets, puisqu'un logiciel peut être brevetable, les droits d'auteur, c'est le sujet aujourd'hui avec l'open source, qui protège le code source, la structure ou encore la documentation associée d'un logiciel. Et puis nous sommes aujourd'hui à l'ère du machine learning et de l'intelligence artificielle, le droit de la donnée qui prend une place vraiment importante. Et au final, nous avons également, bien entendu, le secret des affaires. Alors pourquoi cette prise en compte interdépendante? Parce qu'aucun des droits n'est parfait. Chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses, et c'est dans leur savant dosage finalement qu'on obtiendra une bonne protection de nos logiciels. Prenons l'exemple des brevets. Certes, il continue de constituer le droit de propriété intellectuelle le plus puissant. Il protège la fonction, indépendamment de la forme du logiciel, qu'il soit par exemple programmé en langage Python ou en Java, peu importe. Par contre, certains logiciels qui consistent en une analyse mathématique de données, à l'aide d'ordinateurs dits conventionnels, eh bien, ont des difficultés très importantes à être brevetés dans un marché très important qui est celui des USA. De même, lorsque vous êtes une société qui fait sa transformation numérique et que vous engagez des efforts et des ressources pour adopter des technologies d'intelligence artificielle de l'état de l'art, vous n'obtiendrez que difficilement maintenant un brevet. Concernant les droits d'auteur, certes, ils ne peuvent être opposés à l'un de vos concurrents qui réalisera un logiciel mettant en œuvre exactement les mêmes fonctionnalités que les vôtres, mais pourtant ils sont très puissants. Dans certains cas, la barrière à l'imitation d'un logiciel est si haute que les droits d'auteur sont très efficaces. Par exemple, ce sont les technologies Apache, beaucoup de librairies mathématiques ou encore des OS tels que Linux. Ces types de logiciels ayant une masse critique si importante, avec une validation par la communauté si importante, que refaire en fait exactement la même chose est irrationnel, voire peu performant. Concernant la donnée, le droit à disparaître est complexe à mettre en œuvre. Pourtant, dans certains cas, la donnée sera l'actif essentiel lié à votre logiciel, loin devant le code source ou même l'invention qu'elle incorpore. Et c'est par la donnée qu'on pourra obtenir une protection en pratique. Donc, juste pour cette première remarque liminaire, il convient de combiner de manière intelligente les forces et les faiblesses des 4 grands champs légaux pour déterminer votre régime de protection le plus adéquat. Quelle est la place de l'open source maintenant au quotidien du bioMérieux? Je dirais qu'elle est très importante. Comme il a été rappelé par Charlotte et Jérémy, de manière pragmatique, la technologie open source est aujourd'hui incontournable, à tel point même que de grands acteurs qui s'y sont opposés pendant des années, tels que Microsoft, en sont pleinement engagés. C'est le cas maintenant de leur dernier navigateur Internet qui est basé sur une technologie ouverte. Ensuite, comme il a été rappelé, beaucoup de composants logiciels, depuis les librairies d'analyse statique très poussées à des fonctionnalités aussi basiques qu'une édition de PDF, sont disponibles de manière gratuite et robuste. Alors, quand je dis ici gratuit, je ne parle pas de terme légal, j'entends ici que certains composants sont délivrés avec un statut très proche du domaine public, comme par exemple les composants logiciels sous licence MIT ou BSD, qui permettent tout usage, y compris commercial, sans rémunération de leurs propriétaires et sans impact sur vos ELAS.
Quant à la robustesse, ici, je fais référence à la culture du développement logiciel et la culture de l'open. Certains logiciels ont été testés, corrigés de manière extensive par une communauté de développeurs qui échangent énormément leur expérience. L'amélioration continue des développeurs, combinée avec des cycles d'innovation très courts, ça fait partie de leur ADN. Et cycle après cycle, la boîte à outils open s'étoffe en quantité et en qualité. Aussi, économiquement comme technologiquement, concevoir seul de tels outils, c'est irrationnel. Et ça, qu'on soit un particulier, une entreprise, un acteur privé comme un acteur public. Et c'est pour ça, aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute, l'open source est identifié comme une ressource stratégique du développement logiciel, y compris dans le développement de solutions propriétaires. Alors, quelques chiffres que je trouve très frappants, 90% des logiciels intègrent des composants open source. 200%. C'est le retour sur investissement que l'on obtient grâce à l'utilisation de l'open source. 500%, c'est minimum le surcoût d'un développement sans l'emploi de l'open source. Donc, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'open source, c'est la norme. Et face à cette réalité, le rôle d'un département, comme celui de Biomérieux, c'est d'accompagner son usage, d'accompagner l'usage de cet écosystème d'innovation. Il faudrait je dirais de très solides arguments économiques pour s'y opposer. Et à titre personnel, je n'en vois pas, mais ça n'engage que moi. Donc, oui, Biomérieux adhère logiquement à un développement en open innovation. Et fondamentalement, les stratégies dont nous allons parler maintenant en matière de développement logiciel sont analysées comme des stratégies d'allocation de ressources. Comment être plus efficace, comment être à l'état de l'art, comment mobiliser un minimum de ressources, humaines notamment. Et comme toute stratégie, en fait, les impacts sont nombreux. Les impacts, ils ont lieu sur le modèle d'affaires, tout d'abord. Comme il a été rappelé, il y a un lien organique, en fait, entre les canaux de distribution et les licences open source et libres. Mais on peut également citer les partenaires clés qui sont fortement impactés, très souvent des communautés de développeurs sur GitHub, par exemple, ou Stack Overflow, ou encore les ressources clés, comme les infrastructures Apache Maven, qui sont maintenant incontournables dans l'automatisation et la production des logiciels codés sous Java. Autre point, ça impacte évidemment fortement l'architecture de nos logiciels. Comment intégrer des composants tiers pour rendre des clauses de copyleft muettes, par exemple, ou comment pouvoir remplacer efficacement des briques en cas de basculement technologique ou en cas de non-soutenabilité de celle-ci, ou encore comment garantir un degré suffisant de scalabilité pour vos logiciels. Et concernant la soutenabilité, là encore, un impact fort de l'open source. En choisissant l'open source, se pose toujours la question suivante. Mais comment garantir qu'une brique fasse l'objet d'une innovation continue de la part de ses développeurs, en particulier pour répondre aux défis de la cybersécurité? Eh bien, nous pouvons constater que grâce à cet ADN d'amélioration continue des développeurs, nous avons une forte soutenabilité d'énormément de briques en open source. Et enfin, je dirais, autre impact très important, c'est les cycles d'innovation. Par exemple, en matière d'intelligence artificielle, l'innovation est principalement reversée dans l'open source. Et tout à chacun peut d'ailleurs utiliser les outils développés par Microsoft et Google, voire même IBM. Outre le code source, en intelligence artificielle, nous avons accès énormément de réseaux neuronaux préentraînés ou de bases de données importantes pour l'entraînement des algorithmes. Donc l'open, en fait, va venir impacter énormément de vos composants de la chaîne de valeur. Dernier point tout de même à indiquer, mais ça a déjà été évoqué, le coût de développement et les ressources humaines, ainsi que la profitabilité de vos logiciels, qui est bien meilleure lorsqu'on utilise l'open innovation. Alors, je terminerai ces premières remarques liminaires par une remarque tout de même réconfortante. Alors, on entend souvent que les licences open source sont complexes légalement. Alors, je pense, et là c'est une opinion personnelle, que l'open source a été évité pendant très longtemps par notre profession en raison de libellés de certaines licences.
Je vais être tout à fait honnête, hein, la première envie qui traverse l'esprit de quelqu'un qui lit pour la première fois une licence GPL, c'est de traquer ses rédacteurs pour leur faire mal. Mais selon moi, cette complexité n'est pas supérieure à celle d'un contrat de développement EOM. De toute façon, contrat qui va vous rendre débiteur d'un nombre important d'obligations très contraignantes, des interdictions de divulgation, des interdictions de dérivation, des réservations de correction de bugs, etc. Et je dirais qu'une fois passé cette envie de faire mal, on peut traduire paisiblement l'open source vu comme une ressource stratégique avec cette définition très simple, c'est la mienne. Un composant open source ou libre, pour moi, c'est un composant logiciel pour lequel on a une copie sous forme de code source ou code objet, disponible gratuitement sur Internet, qui est prête à l'emploi. Très peu d'industriels viennent modifier les briques open source. C'est le cas des développeurs, oui, en open, mais très peu des industriels, et qui nécessitent très peu de modifications. Et pour lequel, eh bien, l'utilisation de cette brique est régie par une licence écrite disponible avec la copie. Alors certes, comme Charlotte et Jérémy l'ont rappelé, certaines licences s'interrogent très fortement, comme par exemple les licences à copyleft très fort. Il faut y apporter une attention particulière, mais elles s'intègrent parfaitement à un modèle d'affaires cohérent, comme nous verrons dans un exemple plus tard. Je dirais que la différence la plus notable pour nous professionnels de la propriété intellectuelle, ce serait la masse de licences. Lorsque vous êtes en dehors de l'open source, vous gérez habituellement un nombre limité de contrats par produit ou service. En plus des contrats généralement qu'on va négocier et qui comprennent, on va dire pour ce qui nous intéresse en propriété intellectuelle, des obligations de ne pas faire, ne pas divulguer le code, ne pas modifier le logiciel par exemple. En open source, c'est différent. Moi, la semaine dernière, j'ai eu analysé un nouveau logiciel de bioMérieux, j'avais 150 composants open source dedans. Évidemment, aucune des licences n'a fait l'objet d'une négociation. Et l'ensemble des clauses les plus impactantes en termes de propriété intellectuelle, c'était des obligations de faire, donner des informations à l'utilisateur final, mettre à disposition le code source, par exemple. Mais je dirais qu'en substance, l'open source a une complexité de façade. Il ne faut pas en avoir peur. Et de toute façon, comme vous me rappelez tout à l'heure, c'est la norme. En tant que professionnel de la propriété intellectuelle, on ne peut que l'embrasser et accompagner nos clients dans leurs usages quotidiens qu'ils font de l'open source, y compris dans le développement de logiciels propriétaires. Alors, comme je l'ai rappelé, l'open source est identifié comme une ressource clé du développement chez nous, et ce qui nous amène naturellement à cette diapositive. Mais quelles ressources mon département doit engager pour gérer ce type d'innovation ouverte? Alors, principalement de deux natures, une stratégique et une opérationnelle. Cette distinction est classique, hein, mais l'open source implique vraiment un investissement stratégique plus fréquent et plus conséquent. Comme on l'a pu l'esquisser juste avant, le choix de l'open source impacte directement beaucoup de composantes de votre chaîne de valeur. À la différence du brevet, par exemple, qui arrive en bout de chaîne d'un cycle R&D, les droits d'auteur logiciels se doivent être pensés très en amont, parce que ils vont impacter les ressources, les partenaires clés, parce qu'ils vont impacter, par exemple, le canal de distribution et impacter la relation avec le client. Donc, devant ces conséquences multiples sur la chaîne de valeur, il est nécessaire en matière d'open source de co-construire la stratégie pays avec la stratégie commerciale et la stratégie de développement. Et en fonction du cas d'espèce, l'une ou l'autre de ces stratégies fera office de capitaine de navire. Par exemple, la stratégie découlera souvent de la stratégie propriété intellectuelle découlera souvent de la stratégie commerciale, mais la stratégie commerciale pourra découler très souvent également de la stratégie de propriété intellectuelle en fonction de ce qu'on adopte, par exemple, des licences à copyleft ou pas. Alors, une fois qu'on est arrivé là, je vais faire un premier bilan. On vient de voir que le logiciel est ciblé par tous les grands champs de la propriété intellectuelle, brevet, droit d'auteur, secret des affaires, droit de la donnée, auquel s'ajoute évidemment le droit des contrats et des obligations. Comme toute stratégie pays, il nous faut trouver un savant dosage de ces droits. Mais nous venons aussi également d'esquisser les nombreux éléments de la chaîne de valeur qui sont impactés. Et maintenant, il va falloir en rentrer un peu plus en détail, creuser un peu plus ces aspects. Et c'est par l'exemple, j'espère, que nous cristalliserons l'ensemble de ces notions transversales.
Tout d'abord, je vais aborder les différentes barrières à l'imitation d'un produit ou d'un service, puis les principales composantes d'un modèle commercial. Et une fois qu'on aura introduit ça, on arrivera en fait à un exemple de stratégie et surtout une manière en fait de déterminer une stratégie. Alors, on le sait tous, une des 3 grandes missions des départements de propriété intellectuelle, c'est de créer une barrière à l'imitation pour nos produits et services au travers de monopoles de propriété intellectuelle. Mais pour penser une stratégie, le numérique nous oblige à sortir un peu de notre coquille et à penser plus globalement, plus transversalement. Elle nous oblige à penser de manière différente notre rapport à l'avantage compétitif. En particulier, nous devons, nous, professionnels de propriété intellectuelle, nous penser comme une composante parmi d'autres, parmi toutes ces grandes barrières. Et parmi ces grandes barrières, il y a le capital cognitif, et surtout en particulier humain dans le développement logiciel. Surtout face à la pénurie de compétences, une des ressources clés fondamentales d'une entreprise, c'est son département de développement logiciel. Et si je devais traduire l'adage « pas de bras de chocolat au monde logiciel », ce serait « pas de développeur, pas de produit ». Donc, le capital humain est une des grandes premières barrières, en fait, du développement logiciel. Autre grande barrière à l'imitation, c'est l'efficacité ou caractère innovant de votre chaîne de valeur. Dans de nombreux cas, cette efficacité de la chaîne de valeur est bien supérieure au monopole pays. Je donnerai juste un exemple. Il suffit de réfléchir au taux d'usage de la propriété intellectuelle en tant que barrière à l'imitation pour reconnaître que le nombre de brevets, par exemple, d'une société a souvent bien moins d'impact qu'une supply chain bien efficace. Et quatrième grande barrière, le temps. Cela a été évoqué. Ici, je cristallise sous ce terme la spécificité du numérique, des cycles d'innovation plus courts, l'importance d'être le premier sur le marché ou l'importance d'être très réactif en cas de disruption technologique ou marketing. Et puis, ajouter à cela d'autres barrières qui sont spécifiques à votre secteur d'activité. Dans le cadre de Biomérieux, ce sera l'ensemble des lois qui régissent nos produits IVD. Alors, moi, je dirais, voyez la multiplicité de ces barrières comme une chance pour la propriété intellectuelle, voire même comme un support psychologique. Bien souvent, nous, professionnels de la propriété intellectuelle, on se voit imposer, je dirais même qu'on s'impose même beaucoup d'injonctions difficiles à suivre. Il faut à tout prix protéger le secret, il faut déposer X brevets par année, il faut obtenir absolument ceci d'un partenaire. Et vous verrez dans l'exemple qui va suivre que la prise en compte de ces barrières peut nous aider au quotidien en fait, à appréhender ces injonctions de manière plus apaisée concernant les stratégies open source. On pourrait croire qu'en multipliant les notions nécessaires à la réalisation d'une stratégie, l'ensemble des droits, plus une connaissance transverse dans le marketing et le développement, on s'approche d'un casse-tête chinois. En fait, non. Cette complexité apparente va très fortement simplifier la vie lorsqu'il s'agit de déterminer les stratégies open source. Alors, on vient de parler de barrières à l'imitation. Je vais faire un détour par les principaux éléments de la chaîne de valeur. Ici, je le ferai sous la forme d'une matrice d'affaires qui, selon moi, est la manière la plus efficace en propriété intellectuelle pour considérer les projets logiciels. Alors, classiquement, en fait, c'est un outil qui permet de lister l'ensemble des composantes importantes qui sont impliquées dans la conception et l'exploitation de produits et services. Alors, au centre de cette matrice, nous avons la proposition de valeur classique, c'est-à-dire ce que vous proposez à votre client, c'est pourquoi il choisit votre logiciel. Nous avons la relation client. Qu'attend le client de vous dans son expérience avec votre logiciel? Est-ce qu'il attend du support? Est-ce qu'il attend que vous soyez aux dernières nouveautés du logiciel? Est-ce qu'il attend de la certification, par exemple? Les canaux de distribution, on en a parlé assez longuement, comment vous distribuez le logiciel au client, en stand-alone, en service distant, etc. Et puis, pour réaliser cette proposition de valeur et la délivrer au travers des canaux de distribution, l'ensemble des partenaires et activités et ressources essentielles pour leur réalisation.
Nous allons faire maintenant une synthèse au travers d'un exemple pour vous exposer une stratégie open source qui est appliquée chez bioMérieux. Alors, je vais prendre une première étape. Imaginons que vous souhaitiez concevoir une plateforme logicielle pour vos clients, notamment une plateforme d'analyse génomique pour les laboratoires d'analyse médicale qui sont équipés de séquenceurs. Vous avez identifié un besoin. Vous avez eu des retours pour ça. Vos clients sont vraiment mécontents parce que les solutions existantes sont très complexes à utiliser et nécessitent en outre des équipes de bioinformaticiens pour traduire ce que rend les solutions, ce que rendent les solutions en valeur médicale. Après une analyse des besoins clients, ça c'est généralement soit le marketing aidé de la R&D, vous identifiez deux types de grandes caractéristiques que devra posséder cette fameuse plateforme logicielle. Elle devra être simple d'utilisation, du type one-click, avec un tableau de bord clair restituant la valeur médicale simplement au chef de laboratoire. Et puis, elle devra, en deuxième grande caractéristique, mettre en œuvre un pipeline d'analyse robuste, performant et à jour des connaissances de l'état de l'art. Suite à ça, rencontre avec la R&D, en fait, et celle-ci va vous faire une première analyse. Elle vous dira, eh bien moi, j'estime que mes activités clés, ce sera évidemment le développement de ce fameux pipeline d'analyse génomique, mais nous sommes en bioinformatique, c'est basiquement de l'intelligence artificielle. Il nous faudra également collecter et épurer de la donnée. Puis vous me dites d'être à l'état de l'art, donc il me faudra que je fasse une surveillance technologique et une mise à jour régulière de ce pipeline. Et puis le pipeline, il ne vit pas tout seul, il faudra l'industrialiser dans quelque chose, l'encapsuler dans une technologie de plateforme. Et donc, la R&D vous dit, pour cela, en tant que ressource, j'aurai besoin de bioinformaticiens, de data scientists, de bases de données, mais également d'ingénieurs et architectes logiciels. Nous nous réunissons alors PI et R&D avec le marketing et la PI, en fait, va arriver à cette première conclusion. Les droits d'auteur et les brevets risquent d'être difficiles pour la technologie de plateforme. Ce n'est pas dans notre cœur de métier. Et puis, le choix le plus probable, ce sera celui d'une solution existante. Par contre, on parle de pipeline d'analyse génomique, ça fait tilt, peut-être des brevets, sans doute du secret des affaires, et puis des droits sui generis et de facto sur la donnée. Et puis là, comme c'est très souvent le cas, la R&D vous alerte déjà sur un manque de ressources RH. Ils sont pris par beaucoup de projets en parallèle et leur roadmap est déjà bien rempli dans les 3 à 5 années qui viennent. Deuxième type de rencontre entre l'API et le marketing. Et là, nous recevons du marketing les informations suivantes. Time to market. La plateforme devra être délivrée très rapidement. Et puis, comme cela arrive très souvent, nous sommes à deuxième, peut-être troisième réunion et un nouveau besoin client vient d'émerger. Une partie des clients veulent du on-premise, c'est-à-dire que cette solution ne soit pas sur un serveur distant, mais sur leur serveur à eux pour des raisons de GDPR. Et puis, à ce moment-là, on parle d'avantages compétitifs. On les identifie, mais on ne sait pas encore lequel est le plus important. Est-ce que ce sera la technologie du pipeline qui sera importante? Est-ce que ce sera la donnée? Est-ce que ce sera la mise à jour régulière? Ou est-ce que ce sera la relation client qui emportera la vente du logiciel? C'est pour dire qu'à un moment ou à un autre, nous arrivons à une analyse de risque entre différentes composantes qui s'affrontent. Les ressources humaines contre le time to market, la relation client contre la GDPR et le on-premise vis-à-vis des droits de propriété intellectuelle sur des actifs clés lorsqu'on parle d'open source. Malgré tout, en fait, on ne peut pas laisser ces paramètres se battre. Il va falloir faire un arbitrage. Et le premier arbitrage, par exemple, c'est le marketing qui va le dire, c'est le time to market est essentiel, en fait. Il faudra être le plus rapidement possible sur le marché.
Et puis, je pense que l'avantage concurrentiel sera technologique. Il sera supérieur, en fait, à un avantage on-premise. La R&D va nous confirmer ici que la donnée sera la ressource clé. Par contre, elle nous dit cette donnée sera embarquée dans le code source parce que nous allons utiliser, par exemple, du deep learning qui, par son entraînement, embarque la subscientifique moelle de la base de données. Puis nous, propriétaires intellectuels, nous dirons le droit de la donnée, dans ce cas-là, sera beaucoup plus efficace pour protéger le logiciel que tout autre droit de pays sur le pipeline. Et donc, au final, on arbitre aussi au niveau de la propriété intellectuelle. On va autoriser l'open source pour accélérer le time to market et suppléer le manque de ressources. Nous estimons que la donnée devra être gardée secrète. C'est du deep learning, excusez-moi. Donc, le code source devra également rester secret. Et donc, nous devrons contrôler de manière efficace le canal de distribution. Et au final, donc nous, comme il a dit, nous autorisons l'open source pour accélérer le time to market. Et notamment, nous autorisons l'utilisation d'une technologie sous GPL v2, dès lors que cette technologie sera en SaaS, sous serveur distant. Les activités clés, dans ce cas-là, ça sera plus du développement, ce sera du test, de la validation de pipeline d'analyse en open source. L'activité principale génératrice de valeur et de différenciation, eh bien, ce sera toujours la collecte et la curation de la donnée. Et puis, concernant la plateforme, il faudra qu'elle soit GDPR par design. En termes de ressources, nous aurons, en plus de ce que nous avons vu avant, eh bien, la gestion des licences open source, le fameux processus de compliance. Et puis, eh bien, les architectes devront nous garantir que l'utilisation de ces open source permet en fait la cybersécurité et les mesures de secret raisonnables. Voilà, ici c'est un exemple, on aurait pu faire différemment, de stratégies basées sur l'open source cohérentes. Voilà. Alors juste une remarque là, c'est que l'architecture propriété intellectuelle, mis à part la donnée est faible, rien n'interdira à des concurrents de réaliser la même chose. Et ici, la principale barrière à l'entrée sera de nature RH et donnée. Ici, c'est un snapshot. On parle à T0. Il faudra réviser la stratégie si on veut la renforcer. Par exemple, ajouter des fonctionnalités premium qui pourront être brevetables si, par exemple, le marketing exige une protection par monopole de propriété intellectuelle plus forte. Alors, juste que pouvons-nous tirer comme conclusion au travers de cet exemple? Déjà, nous avons abordé tous les droits, les brevets, droits d'auteur, secret des affaires, droits de la donnée et les contrats. Les barrières à l'imitation dont nous avons discuté auparavant ont une influence capitale pour nous aider à faire ces choix. Les ressources humaines, la cohérence du modèle d'affaires, le cyclage, les cycles d'innovation sur la solution. Autre chose, ici, la stratégie open source, c'est avant tout une stratégie. Et dès que nous sommes transversaux, en fait, tout devient plus facile. Autre point important, cette stratégie, au travers de ce que je vous ai montré, des diverses réunions, l'entrée de nouveaux besoins qui n'avaient pas été identifiés au préalable, montre une chose, c'est que les stratégies sont déterminées de manière incrémentale, non linéaire, excusez-moi. Ce qui est plutôt rassurant pour nous, professionnels, parce qu'on n'attend pas de nous une illumination divine qui viendrait en fait concevoir de manière floue tous les blocs de la chaîne de valeur d'un seul coup. Et juste engager le débat avec vos collègues des autres fonctions, c'est déjà rentrer dans le succès. Et autre point au travers de cet exemple, c'est qu'il existe des outils d'alignement entre fonctions support qui permettent de partager un vocabulaire et des concepts clés. Et c'est tout l'intérêt de ce type de matrice d'affaires que je vous engage fortement à utiliser. Alors, je vais continuer par un oui, mais. Donc, nous voir un exemple d'alignement interne qui permet de déterminer conjointement à la fois une stratégie commerciale, une stratégie de développement logiciel, une stratégie de propriété intellectuelle pour un produit. Alors oui, mais que fait-on quand on a des informations parcellaires
ou bien quand les processus internes de notre entreprise ne sont pas encore matures pour ce type d'analyse. Généralement, on est face à une incertitude et ça fait toujours un peu peur. Mais je dirais qu'il faut commencer par quelque chose. Engager un cycle de réflexion, si vous n'êtes pas encore versé dans les stratégies numériques et en particulier les stratégies open source, engage une réflexion, une autre manière de travailler. Réflexion et manière de travailler qui, de toute façon, s'amélioreront au fil de l'eau, à force d'innovation continue. Alors, si je pouvais donner un conseil pour commencer à défricher, c'est penser vraiment à votre triptyque vision, valeur, mission, en fait, appliqué au numérique. C'est celui-là, c'est ce triptyque-là qui vous donnera les grandes orientations à moyen et long terme, les grands objectifs à atteindre. Alors, je vous donne juste un exemple ici, qui conviendrait très certainement à une société qui cherche à se digitaliser, à réaliser un transfert technologique depuis les sciences de l'information vers leur secteur d'activité. Ici, l'innovation portera essentiellement sur la résolution de problèmes non encore adressés en interne, à l'aide d'un ensemble d'outils de l'état de l'art, plus vraisemblablement d'outils d'intelligence artificielle. Et dans l'exemple illustré, vous pourrez par exemple définir de manière macroscopique vos objectifs, vos champs d'intervention et la manière dont vous allez vous organiser en fait dans cette transition. Et ici, par exemple, ce sera accélérer la transformation de votre société au travers de l'emploi d'une open innovation contrôlée, en fait. Voilà, l'objectif à moyen terme, c'est ce que je voudrais pour mes solutions numériques. Une fois ces grandes réflexions, en fait, engagées, je vous engage à définir des grandes stratégies par défaut, par grande gamme de produits et de services. Toujours encore une fois, à gros traits. Donc, il ne s'agit pas d'être définitif, mais vraiment prendre le parti que ces stratégies s'amélioreront au fil de l'eau. Et vous voyez ici, tout comme les généraux définissent les objectifs à long terme, c'est le triptyque vision, valeur, mission, certaines tactiques, ici, peuvent nécessiter une adaptation cas d'espèce. C'est pour ça que je vous ai mis ici une stratégie qui semble en déphasage avec la vision plus macroscopique. En fait, voilà. Une fois que vous avez défini à gros traits ces stratégies qui prennent tous les éléments de la propriété intellectuelle importants, en fait, la donnée, les inventions, alors j'ai mis software, mais c'était ici droit d'auteur, les canaux de distribution avec un nombre de règles opérationnelles assez simple. Je veux que vous fassiez attention quand vous divulguez, en fait, au travers de papiers à peer review, par exemple, parce que si vous voulez une adoption via des KOL et via des campagnes dans des grands journaux impact, on va vous demander les données et on va aussi vous demander le logiciel. Je veux vraiment que vous soyez très strict sur la distribution ou la communication. Je ne veux pas, dans ce cas-là, que vous embarquiez telle ou telle licence, voire même, moi, c'est ce que je mets ici, je ne veux pas que vous utilisiez telle ou telle technologie venant d'éditeurs privés. Une fois que vous avez défini à grands traits, à chaque projet, voilà, eh bien, on se met autour d'une table et on discute, on challenge et on adapte. Voilà. Alors, voilà, en conclusion, pour commencer, pour toute stratégie open source, qui est une stratégie numérique et donc une stratégie d'allocation de ressources, il faut obtenir des informations du marketing. Il vous faut obtenir des informations de la R&D. Essayez d'obtenir de ces deux grandes fonctions une classification, enfin, je veux dire un ordonnancement des différentes composantes de l'avantage compétitif. Voyez aussi avec la RH, c'est une grande barrière à l'imitation. L'input est important de leur part. Et également les autres contraintes propres à votre secteur d'activité, que ce soit la GDPR, les affaires réglementaires, etc. Et puis, toujours penser en dynamique. Vous êtes en cycle d'amélioration continue. Et j'insisterai encore, ce qui arrive très souvent, le réflexe, c'est de vouloir contrôler à 100% le développement, contrôler à 100% la distribution, la vente et l'usage au travers des droits de pays. C'est vraiment une hypothèse très forte. Ça veut dire que l'API est l'élément principal, voire unique de l'avantage concurrentiel. Et comme nous voulons le voir, nous ne sommes qu'une composante parmi d'autres de cet avantage.
Nous avons parlé stratégie, en fait, comment dire, pour déterminer si on doit ou non et comment on doit utiliser de l'open source. Il y a aussi le support opérationnel et ça, c'est très très important parce que si vous n'avez pas commencé à avoir un processus de type compliance, il vous faudra en fait un investissement assez conséquent. Alors ici, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de ce webinaire, mais ici, c'est juste l'ensemble des éléments nécessaires pour la mise en place d'un processus de compliance open source. Il vous faut évidemment des stratégies, il vous faut des politiques, des procédures, des outils d'automatisation, des outils de communication, il vous faut former, c'est énorme, c'est très très important, y compris le workflow qui constitue la pièce centrale de cette compliance peut avoir de nombreuses étapes en fait. Et donc, face à ça, en fait, il faut commencer quelque part si vous n'avez pas engagé cette réflexion. Alors, moi, voilà, ce que je pourrais vous conseiller, comme nous l'avons vu auparavant, il faut être transversal. Commencer à lire, en fait. Voilà, quelques ouvrages qui permettent de bien engager, en fait, le débat, à la fois sur ce que c'est qu'une compliance open source, ce que sont des modèles d'affaires, ce que c'est l'open innovation et ce que c'est que la transformation numérique. Alors, aussi, aller auditer votre entreprise. Exigez de vos collègues des fonctions de support leur input, un input clair si possible. Exigez de votre direction son propre triptyque vision, malheur, mission s'il n'est pas si clair. Et puis ici, encore une fois, les décisions, enfin ces informations sont parcellaires. Ben, prenez des décisions. Vous êtes des experts et au travers des lectures, vous verrez que beaucoup de choses couleront de source. Encore une fois, on pense que le numérique est difficile, mais il l'est parce que nous sommes pris tout à chacun dans notre vie professionnelle sur une expertise particulière qui nous prend énormément de temps. Alors que je vous assure que lire, en fait, sur le marketing du numérique ou sur les processus de développement, c'est une portion énorme de brouillard qui se lève et beaucoup de choses qui coulent de source. C'est le bon sens près de chez vous, on va dire, qui naît. Appuyez-vous fortement sur vos développeurs aussi, sur vos ingénieurs informatiques. On le soupçonne peu, mais ces gens sont très structurés. Ils ont énormément de processus qui sont bien cadrés, avec des étapes qui sont bien identifiées pour développer leur logiciel. Et vous pouvez très souvent, en première action à prendre, juste compléter leurs analyses en disant à l'étape 1 que tu viens d'écrire, tu dois me fournir ceci, à l'étape 2, tu dois me fournir cela. Il existe un certain nombre de process très codifié au sein des équipes de développement. Et malgré tout, si ça n'existe pas chez vous, ben c'est un changement, c'est une transformation digitale, l'open source. Et comme toute transformation digitale, il ne faut pas essayer de tout résoudre. Encore une fois, il faut rentrer dans un processus d'amélioration continue. Et si je devais donner un conseil, commencez en manuel, voilà, sur la base juste des licences qui sont déclarées par leur titulaire. Et là, vous ferez la main, vous apprendrez en fait ce que sont les plus grandes étapes du développement logiciel. Vous apprendrez à connaître les différentes licences open source et la manière dont elles cohabitent l'une avec l'autre. Dans un second temps, vous passerez par la vague d'automatisation qui de toute façon est nécessaire pour alléger en fait le travail. Et enfin, dans un troisième temps, en fait, vous pourrez en prendre en compte les dépendances, parce que quelque chose dont on n'a pas parlé ici, un composant open source intègre généralement lui-même beaucoup de composants open source. Hein, ce sont des poupées russes. Raison pour laquelle, on discutait avec un professionnel aujourd'hui, il était étonné de voir 4000 lignes de composants open source qui étaient déclarés dans un logiciel. Oui, mais parce que en fait, il n'utilise pas forcément 4 composants identifié en tant que tel, qu'il a téléchargé sur Internet, mais chacun de ces composants peut lui-même intégrer, pour ce qu'on appelle dépendance, énormément de composants open source qu'il faut gérer également. Voilà, j'ai fini. J'espère que cette présentation vous aura été utile. N'hésitez pas à faire des retours positifs, surtout comme négatifs, parce que nous aussi, nous sommes dans un processus d'amélioration continue et ça nous est fortement utile pour cela.
Merci de votre attention et je laisse la parole maintenant à Aurélie. Oui, merci, merci Frédéric pour cette illustration, pour tous ces conseils de manière pratique sur la stratégie chez Biomérieux. Oui, je propose de passer aux questions des participants. On a pas mal de questions. Une question de Pauline, par exemple, qui nous demande si, selon vous, il y a un intérêt à déposer les codes open source à l'APP, par exemple. Est-ce que l'un de vous voudrait répondre à cette question ? Alors peut-être d'un point de vue strictement d'avocat, le dépôt à l'APP, pour rappel pour tout le monde, c'est un dépôt qui vous permet de dater votre logiciel. Dans la mesure où le logiciel est protégé par le droit d'auteur, vous n'avez pas de procédure de protection à proprement parler, donc ça permet de dater votre logiciel. Est-ce que ça vaut le coup de déposer à l'APP un logiciel qui est en open source? J'allais dire, si votre logiciel il est sur une forge réputée et reconnue, c'est pas nécessairement utile, parce que l'objectif, c'est simplement que le logiciel, on puisse dater son existence. Et si vous avez une forge correcte et sérieuse, on pourra le dater. Après, l'intérêt de l'APP, c'est que ça permet de réifier, ce que j'appelle ça, de matérialiser votre propriété, en quelque sorte, justement parce que le droit d'auteur, il est un peu évanescent. Un dépôt APP, ça permet un peu de déclarer, de dire ça m'appartient, j'ai fait un processus pour enclencher en quelque sorte la reconnaissance de mon droit. Donc voilà. J'abonde. Oui, et je profite peut-être juste de l'exercice des questions-réponses. Merci à tous ceux d'ailleurs qui ont répondu. Vous êtes répondus entre vous dans les discussions. C'est toujours très difficile de faire des questions-réponses comme ça, parce qu'on essaye d'être un peu de répondre un peu rapidement aux choses. Donc, si il y a un peu de frustration, on est désolé que les réponses ne soient pas assez complètes. J'ai pris beaucoup de temps, je m'en excuse. C'est de ma faute aussi. Non, on avait prévu justement plus de temps sur cette illustration. Frédéric, il n'y a pas de souci. On a une autre question de Stéphane, peut-être sur votre partie justement, Frédéric, qui vous remercie pour cette analyse. Le fait de consommer des ressources open source et produire un code gardé secret, d'un point de vue éthique, n'est-ce pas assimilable à du pillage? D'un point de vue éthique et RSE, cela ne pose pas de cas de conscience à l'entreprise. Oui, alors bon, je répondrai, alors vous direz c'est un industriel qui va répondre ça, dans le mouvement libre lui-même, il y a des grandes fractures. Par exemple, une partie du monde libre considère que les 4 libertés, en fait, sont un peu radicales. Et raison pour laquelle le mouvement de l'open a été réalisé. Ce qu'il faut savoir, alors je dirais pour mesurer ça, c'est que les entreprises privées maintenant renversent énormément en fait au monde libre. Notamment en outils en intelligence artificielle. Même Biomérieux est engagé, hein, on participe à des communautés. Mais parfois, en fait, on a besoin de conserver secret un certain nombre de choses, sinon on détruit la valeur. Ou on ne délivre pas un produit qui est conforme aux attentes du client. C'est ça, si on n'est pas là pour essayer de vous piller, hein, on est là pour essayer, surtout dans le domaine de la santé comme Biomérieux, de délivrer quelque chose qui soit utile pour la société. Et à titre d'exemple, la stratégie que je vous ai montrée nous a permis, parce que c'est une stratégie, j'ai enlevé beaucoup de choses, hein, mais cette stratégie nous a permis de développer en 6 semaines une solution en fait pour déterminer les variants de la Covid-19. Si on n'avait pas eu ça, eh bien, on n'aurait pas délivré et donc il n'y aurait pas eu en fait de produits pour les laboratoires. Et puis peut-être aussi juste une intervention là-dessus, il faut bien penser que le fait de participer volontairement à un système de création commune, ça ne peut pas être fait dans l'optique que les autres seront contraints de participer à cette création commune. J'allais dire, c'est pas logique comme fonctionnement. C'est-à-dire que le fonctionnement, c'est de dire, je choisis d'alimenter la connaissance générale avec l'open source. Je mets en place les licences qui permettent de contraindre avec le copyleft, etc., le reversement. Mais
mais il n'y a pas d'obligation. Donc, ce n'est pas forcément pas éthique j'allais dire, de consommer du libre et de ne pas produire du libre. Et c'est ce que dit Frédéric, et je le rejoins. Il y en a de moins en moins, en fait, des entités qui font ça parce qu'ils se rendent bien compte que c'est super utile. Mais disons que je ne mettrais pas vraiment ça sur le plan éthique, à mon sens. Après, c'est peut-être un avocat qui parle, mais voilà, je ne mettrais pas nécessairement ça sur le plan de l'éthique. Merci pour ces réactions. Je prends une autre question de Jonathan. Qu'est-ce qu'un réseau de neurones en open source? Est-ce du code source protégeable par le droit d'auteur si original? Merci. Est-ce que quelqu'un veut y répondre? Charlotte, peut-être? Non, moi, je laisserai, je pense, répondre les experts qui sont là, Jérémy et Frédéric. Oui, ici, encore une fois, le parallèle, c'est vraiment celui de la liberté littéraire. Coder une fonction peut être réalisée de nombreuses manières, dès lors que vous n'êtes pas contraint techniquement, en fait, et que vous pouvez faire de manière différente, la barre de l'originalité est passée. Donc oui, on peut protéger le logiciel d'un deep learning par droit d'auteur. Mais si vous avez fait une modification, le brevet sera sans doute quelque chose de beaucoup plus efficace pour ça. Et puis, effectivement, à partir du moment où c'est protégé par le droit d'auteur, ça peut être effectivement diffusé sous licence libre. Et il faut bien réaliser, c'est ce que sous-entend Frédéric, mais un réseau de neurones, c'est une notion un peu symbolique qu'on utilise pour expliquer comment les choses fonctionnent. Mais un réseau de neurones, c'est pas juste un réseau de points, en réalité. C'est véritablement une suite d'opérations et de modulations. Et ce qu'on appelle les neurones, en réalité, c'est des petits modulateurs d'informations qui permettent d'avancer doucement. Donc, c'est tout à fait un logiciel. C'est pas du tout, d'ailleurs, un réseau de neurones, ça se protège beaucoup plus comme un logiciel que comme une base de données. C'est quelque chose d'actif, en réalité. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir de l'open source sur du réseau de neurones. Quoi. Oui, du secret des affaires, de protection oui, par oui, absolument. Ouais. Tout, voilà. Et justement, par rapport au GPLv2, ce que l'on voit par rapport aux réseaux de neurones, c'est les réseaux de neurones pré-entraînés. Et c'est ça qui pose un problème, parce que entraîner un réseau de neurones demande beaucoup, beaucoup de données. Et dès qu'il est pré-entraîné, on peut utiliser un nombre de données beaucoup plus limité pour l'adapter à son propre cas d'usage. C'est pour ça que donner le code d'un réseau de neurones pré-entraîné, ben, ça pose des questions. Voilà. Merci. Une autre question de Pascal cette fois-ci. Si on interface un code sous licence copyleft GPL sous forme encapsulée, est-ce que la GPL s'appliquera malgré tout à l'ensemble? Alors, les juges. Alors non, moi je dirais aidons les juges à comprendre plutôt que laissons les juges. Mais alors, il faut bien comprendre que l'encapsulation, ça dépend de ce qu'on veut dire par encapsulation. La logique, c'est de dire à partir du moment où vous distribuez un logiciel qui est dérivé ou composé avec de l'open source, avec du GPL, disons, vous allez vous faire copylefter. C'est la distribution qui est importante. Et pour aller plus loin, la question s'était même posée à l'époque de savoir si on distribue les deux logiciels. Alors à l'époque, on les distribuait sur disquette, évidemment. Si on les distribue sur disquette dans la même enveloppe, est-ce que ça se copyleft ou pas? On est sur la question de la distribution simultanée. On est arrivé jusque-là. Aujourd'hui, on a quelque chose d'un peu plus rationnel, mais au démarrage, on a quand même eu ce sujet-là. Donc la question de l'encapsulation, ça dépend vraiment si l'encapsulation, elle est faite de telle façon qu'à l'évidence et de façon honnête, les logiciels sont séparables, ou est-ce que, en fait, ce que vous faites, c'est une encapsulation bidon, pour dire ça de façon un peu experte, et que ce que vous faites, c'est que vous déchirez artificiellement votre code. Et en fait, ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème pour les juristes qui se résout de façon assez, entre guillemets, assez facile. Les contrats se négocient, se forment, s'exécutent et se terminent de bonne foi. Les licences open source sont des contrats, donc vous ne pouvez pas être de mauvaise foi dans l'exécution de vos obligations. Donc, si vous êtes de bonne foi en disant « non, mais les deux sont vraiment séparables et l'encapsulation, elle est techniquement extrêmement nette », alors dans ce cas-là, je pense que vous pouvez carrément distribuer ensemble et ça ne posera pas de problème parce que l'encapsulation fera le taf en quelque sorte. Mais d'une façon générale, la recommandation toujours qu'on donnera, c'est distribuer séparément et faites en sorte que sans cette capsule GPL, votre logiciel fonctionne quand même. Parce qu'évidemment, si vous enlevez le GPL et que votre logiciel ne fonctionne plus,
là, il y a une problématique d'honnêteté, de diffusion. Et là, pour le coup, je pense qu'on remonte à la question précédente sur l'éthique, parce que là, c'est véritablement, à mon sens, on tord la logique en disant oui, mais du coup, j'ai enlevé, c'était pas exactement ça. C'est pas la même chose que d'utiliser des ressources disponibles librement. Là, on essaye de faire une utilisation un peu détournée pour justifier qu'on ne donne pas son code. À mon avis, là, il y a peut-être plus de questions éthiques. Allez voir la fac de la Fondation GNU. Elle aborde directement ce problème, en fait. Elle répond. C'est ce qu'a dit Jérémy. C'est la notion de separate work dans les licences GPL. Quand est-ce qu'on se fait copylefter? Et comme on dit, et donc là, ils y répondent. Et à un moment, ils disent, ben, ça n'a pas été tranché et on laissera les juges le faire. Mais donc, beaucoup d'informations hein, sur ces facs pour comprendre les licences GPL. Je vous engage vraiment à aller les lire. Une question pour vous, Frédéric Lemoff. Publiez vous-même en open source et si oui, quelle licence? Publier. Est-ce que vous publiez? Peut-on préciser le travail là ou nos logiciels en fait? Alors du code. Ah oui, du code. On a en fait des codes qui sont sous AGPL. Voilà. Alors, la problématique, c'était ça, c'est que on avait des partenariats avec des académiques. L'académique, en fait, voulait absolument voir ce code partagé à la communauté. Donc, il a fallu faire un choix de licence. Et à l'époque, c'était du AGPL parce que nous pensions, voilà, la logique derrière, c'est de dire bon, s'il y a des modifications, on aimerait bien aussi en avoir le retour. Voilà. Sachant par ailleurs, bien oui, mais si on est sur cloud, bah, il aurait fallu sans doute faire rédiger une de ces toutes nouvelles licences, mais on ne s'y est pas engagé parce que nous-mêmes, il aurait fallu faire une analyse par rapport à toutes les autres licences, en fait, pour savoir comment réintégrer en fait les modifications apportées par la communauté dans nos propres logiciels. Parce qu'il y a ça aussi, si on fait partie de la communauté et qu'on développe en fait des produits, il faut que ce soit compatible avec le mode de distribution de nos produits. Et donc c'est le AGPL qui a été choisi. Et attention, juste une précision là-dessus, parce que dans les réponses tout à l'heure, alors j'ai vu passer, je suis désolé si j'ai mal lu la réponse parce qu'il y en a eu plusieurs. Attention que la licence AGPL, donc pour info, la licence AGPL, c'est une licence à copyleft fort, et même à copyleft très fort, donc à copyleft fort qui dit que le SaaS est une distribution. Attention que dans jamais aucune licence, il existe l'obligation de fournir ces produits si on ne les distribue pas. Ça, j'insiste bien, ça n'existe pas, ce ne serait pas légal, puisqu'en fait, vous avez des exceptions en droit d'auteur qui sont reconnues en droit français, en droit européen, convention de Berne, tout ce que vous voulez. Donc, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à diffuser son code s'il ne le souhaite pas, puisque vous porteriez atteinte à son droit moral, à son droit, en fait, à la divulgation de son œuvre. Donc, j'insiste bien, même en matière de AGPL, donc même en matière de licence très, très open source, très, très copyleft, vous n'avez pas cette obligation-là. Donc, j'ai vu passer un commentaire qui dit que c'est une licence qui oblige à diffuser son produit. Attention, c'est incorrect. Alors, peut-être une dernière question. On est bientôt à la fin du temps alloué à ce webinaire. Il y a encore pas mal de questions. Double licence, non ? Oui, on peut effectivement peut-être parler du sujet de la double licence, effectivement. La double licence, parce que pareil, il me semble qu'il y avait une petite imprécision sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Donc, dans la logique, c'est quand vous êtes un propriétaire d'un logiciel et que vous décidez de le mettre en open source, en fait, vous ne pouvez plus décider de ne plus le mettre en open source. C'est très important de garder ça en tête, dans le sens où, une fois que votre logiciel est diffusé en open source, tous les utilisateurs qui ont accès à ce logiciel gardent l'accès au logiciel. Vous ne pouvez pas revenir les voir et leur dire « bon, ben maintenant, je ne veux plus que mon logiciel soit en open source, donc tu arrêtes de le distribuer ». C'est plus possible. Ça, c'est une des exceptions au droit moral qui fait que vous n'avez pas de droit de retrait ou repentir. Bon. Mais en tant que propriétaire d'un logiciel, donc en fait, la phrase officielle, enfin juridique, c'est « en tant que bailleur de licence, je ne suis pas tenu moi-même par ma propre licence ». Si je prends juste un exemple tout bête, si vous êtes fumeur et que vous dites que dans votre voiture, personne ne fume, vous avez le droit de fumer, puisque vous êtes le propriétaire de votre véhicule. Donc, la règle que vous donnez aux autres, eux doivent la respecter, pas vous. C'est le principe de ce que vous faites avec votre propre logiciel. Donc, si ma version 1 du logiciel, je la mets sous licence GPL, que 2 ans après, je me dis
ou l'inverse, je la mets sous licence MIT, et que 2 ans après, je me dis, ah, une licence copyleft force, ça serait quand même plus intéressant parce que ça bloquerait un peu plus les partenaires, je ne sais pas. Vous avez le droit de dire, OK, ma version 2, je la mets sous licence GPL. Mais la version 1 que vous aviez diffusée 2 ans auparavant, elle restera jusqu'à la fin des temps dans cette version-là. Et tant qu'il reste une personne sur la planète qui détient une copie de votre logiciel, cette personne aura le droit de la distribuer sous la licence initiale. Donc, vous avez toujours le droit de faire de la double licence. La question qui est souvent posée, c'est à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'un type irait acheter un logiciel payant alors que je mets la même version en libre? Ça, c'est quelque chose que Frédéric aussi pourrait expliquer. L'idée, c'est de dire, en général, vous ne mettez pas le même logiciel. Très souvent, il y a des différences. Donc, d'abord, vous pouvez fournir du support sur votre version payante que vous ne fournissez pas sur la version open source. Et ensuite, vous avez aussi tout le jeu de qu'est-ce que vos clients payent, qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Si vous avez un logiciel, c'est l'exemple que je donne souvent, si vous avez un logiciel pour de la sûreté de centrales nucléaires qui est en open source, ce que vous allez donner à la communauté, ça va être les choses qui sont solides, dans le sens où ce que vous allez mettre en open source, ce sera très probablement les éléments qui vont vous permettre d'opérer vos centrales de façon sûre. C'est pareil en aérospatial. Si en revanche, vous êtes une boîte, vous êtes Illumina, et votre taf, c'est de faire du séquençage de masse. Vous allez plutôt avoir tendance à mettre en open source vos versions assez vieilles de votre code, parce que ce que vous allez faire payer aux gens qui viendront chercher votre version payante, c'est la pointe technologique. Je veux que ça aille plus vite. Et les 3 secondes, 3 minutes de séquençage que je gagne, c'est ça que je paye. Donc finalement, la version très puissante sera propriétaire, et la version d'il y a 2 ans, qui est moins puissante, sera en open source. Donc, ce système de double licence, il dépend vraiment de votre business model et de vos clients et de votre marché. Et je rajouterais autre chose, donc au-delà du modèle commercial dual licensing, vous verrez souvent un même composant licencié sous 2 licences. On dira, bon, il est sous licence Mozilla, par exemple, ou GPL v2. Alors, c'est pour des questions de compatibilité. C'est-à-dire qu'on vous dit, si dans le logiciel déjà existant, vous avez tel type de licence, je vous donne la possibilité d'utiliser GPL ou Mozilla. C'est aussi pour des questions de compatibilité. Voilà. Voilà, donc on arrive au terme de ce webinaire. Hein. Je tenais vraiment à remercier très chaleureusement nos 3 intervenants, hein, Charlotte Monteau-Chagnal, Jérémy Papalardo et Frédéric Lemoff, hein, qui nous ont passionnés et ont réussi à nous expliquer en finalement 1h30 comment fonctionnait cet univers très particulier. Quelques mots simplement de conclusion pour dire que premièrement, on se rend compte qu'on est tous concernés parce que dans toutes nos organisations, on a du logiciel, hein, qu'on le veuille ou non, et donc il faut qu'on s'intéresse à ces thématiques. Le deuxième élément, c'est que finalement, l'open source, on a bien compris, c'est pas uniforme, hein, et que finalement, les licences sous-jacentes sont déterminantes pour l'utilisation. Le troisième point, c'est que finalement, la question se pose essentiellement quand on repart vers l'extérieur. Hein, tant qu'on termine et qu'on développe pour l'interne, finalement, l'open source peut s'utiliser sans trop de difficultés, mais dès qu'on va distribuer, dès qu'on va aller vers l'extérieur, c'est là où il faut se poser les bonnes questions. Et puis, on se rend compte que ça nécessite quand même qu'on ait tous dans nos organisations au moins un référent, une personne formée à ces thématiques-là, parce qu'on se rend compte que c'est quand même très complexe, hein, et que il faut déjà avoir une forte technicité, une forte expertise pour pouvoir analyser la situation et proposer des stratégies adéquates, hein, d'où l'intérêt de ce type de webinaire. Et donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, comme le disait en introduction Aurélie, hein, la semaine prochaine, The BI propose une formation d'une journée, hein, sur ces thématiques-là, et puis on a un cycle de 8 jours, hein, très approfondi pour ceux qui veulent avoir un niveau d'expertise très développé sur ces thématiques. Mais écoutez, merci beaucoup. Vous avez été plus de 200 à participer à ce webinaire. On est désolé pour ceux à qui on n'a pas pu répondre à l'ensemble de leurs questions, hein, mais je pense que c'était vraiment très intéressant. Merci encore Frédéric, Charlotte et Jérémy, et à très bientôt. Merci. Au revoir.